que vous m'entendez? Est-ce que c'est pas trop désagréable comme son? Alors bonjour et bienvenue. Merci de l'intérêt que vous portez à notre atelier pédagogique. Nous sommes 4 enseignants, un professeur d'histoire, Jean-Marc Wolf, et 3 professeurs de littérature, Sophie Feller, Laurence Claude Falcou et moi-même Séverine Bourdieu. Et notre groupe souhaite favoriser le croisement des regards et des pratiques disciplinaires. Donc, après vous avoir présenté notre association, ses objectifs et ses productions pédagogiques, nous vous présenterons, je reste là. Nous vous présenterons le document historique qui est le socle de notre réflexion aujourd'hui, la préface au recueil Auschwitz, qui a été publié récemment aux éditions du Bord de l'Eau, nous en reparlerons, avec 2 traductions françaises. Nous vous présenterons son histoire et son contenu, mais également son statut et sa place parmi les autres traces de l'extermination dans les camps nazis. Et enfin, dans un dernier temps, nous détaillerons 3 séquences pédagogiques du collège au lycée en relation avec les programmes officiels. Donc, tout d'abord, rapidement, notre association, Mémoires à l'œuvre, dont voici le logo. Mémoires à l'œuvre est une toute jeune association, puisqu'elle fêtera bientôt ses 3 ans. Notre objectif, nous nous adressons tout d'abord aux professeurs et aux acteurs de l'éducation. Et notre objectif, c'est d'aider les enseignants, donc tous les acteurs de l'éducation, à concevoir et à mettre en œuvre l'enseignement des questions mémorielles et des grandes violences collectives de l'histoire dans une approche humaniste, c'est-à-dire une approche humaniste peut-être au sens de la Renaissance, c'est-à-dire avant tout par les textes littéraires et les œuvres artistiques. De quelle façon? En publiant des ressources en ligne, mais également parfois en librairie. Donc en publiant des ressources en ligne, des comptes rendus et des analyses d'œuvres testimoniales, littéraires, artistiques, bande dessinée, cinéma, peinture par exemple, donc des comptes rendus et des analyses, mais aussi des propositions de corpus de textes, généralement thématiques, ou bien des séquences clés en main, ou sous la forme de modules. Pour vous en donner, donc cette publication se fait via la revue interdisciplinaire et multiculturelle Mémoires en jeu, qui est une revue papier, certes, nous en avons ici un exemplaire pour vous montrer, mais nous publions essentiellement dans l'onglet ouverture pédagogique de ce site internet. Vous voyez ici le portail d'entrée avec la partition parfois arbitraire, art visuel et sonore, mémoire et littérature mémorielle, témoignage et littérature testimoniale. Vous avez également ici, je vous montre simplement un échantillon des dernières publications que nous avons proposées. Donc vous avez un corpus de textes et une analyse sur la question de l'humour et de la Shoah, le compte-rendu et l'explication, l'analyse d'une pièce de théâtre, un ensemble de corpus de textes écrits en grec moderne et traduits de façon inédite et commentée, voilà, et également une séquence pour une lecture d'œuvres intégrales de Jean-Claude Grimbert au collège et au lycée. Également, notre action consiste en intervention dans des musées, dans des librairies, voire même parfois dans des ISP. Le fait que nous travaillons en collaboration avec la revue multiculturelle Mémoires en jeu fait également partie de nos objectifs, qui est la transposition didactique de la recherche actuelle, de la recherche scientifique actuelle, en histoire, en littérature, en sciences humaines, de manière plus générale. Donc maintenant, la présentation de ce document qui est la source de notre réflexion. Merci.
Donc effectivement, on va vous parler de ce manuscrit clandestin, tel que le sous-titre de Traces de vie le nomme, qui est donc un texte qui a été écrit à Auschwitz même, qui est daté du 3 janvier 1945, donc 3 semaines avant la libération du camp, et qui est rédigé en yiddish par des prisonniers juifs. Nous avons pu avoir ce manuscrit, on va passer peut-être à l'histoire du manuscrit. Donc le texte est entre guillemets il est sauvé par l'un de ses scripteurs, Abraham Levitt, qui survit à l'évacuation des camps et aux marches de la mort, et qui, à l'été 1945, alors qu'il est réfugié à Stuttgart, confie ce document à l'aumônier Moritz Dembowitz, qui lui-même, aidé de 2 professeurs, Abraham Joshua Heschel et Max Ast, qui font partie du séminaire théologique juif de New York, pour le faire parvenir au YIVO. Et c'est le YIVO, donc l'Institut scientifique juif, qui va le publier une première fois dans la revue YIVO Blätter en 1946, accompagné d'un court texte de présentation, probablement rédigé par Moritz Dembowitz. Et ce texte de présentation est daté, lui, de Rouen, le 14 juin 1945. Le texte est ensuite, alors une histoire un peu singulière, il est un petit peu oublié, mais il ressurgit de temps en temps. En mai 1953, Ben-Zion Dinur, qui est alors ministre israélien de l'Éducation et de la Culture, va citer des extraits de ce texte dans son discours traduit en hébreu à l'occasion du vote de la loi Yad Vashem. On le retrouve 4 ans plus tard, en 1957, quelques pages, de nouveau en hébreu et non plus en yiddish, dans l'ouvrage d'Israël Gutman intitulé Des hommes et de la poussière, le livre d'Ovitch Abikonu. Puis le texte disparaît pendant presque 30 ans, jusqu'à ce qu'en 1934, l'introduction sera, enfin cette préface sera 84, pardon, excusez-moi, 84, parce que j'étais à 30 ans, donc je suis restée sur mon 3. En 1984, l'introduction sera à nouveau publiée en yiddish, donc elle retrouve sa langue d'origine, mais également en hébreu et en anglais. Et Abraham Levitt, à ce moment-là, va revendiquer l'écriture de la préface, il s'en déclare l'auteur. Voilà. Mais il s'en excuse en même temps, en ayant l'impression qu'il usurpe la voix des victimes. Et ça, c'est une dimension importante, puisque cette question de la voix collective est très importante dans ce texte. Il y a une première traduction en 2001 en français, je passe là-dessus, des traductions en allemand également, et c'est en 2022 que Philippe Ménard demande à 2 traductrices, Atia Baum et Rachel Hertel, de retraduire ce texte, et il le fait donc paraître dans cette édition, accompagné d'un apparat critique et de propositions d'exploitation pédagogique auxquelles nous avons eu le plaisir de collaborer. Donc voilà pour l'histoire du texte, qui est assez intéressante en soi. Ensuite, je vais vous parler rapidement du contenu. Effectivement, on aurait aimé que vous puissiez le lire et le découvrir. C'est un texte assez surprenant. Donc c'est un texte, on l'a dit, non signé, mais daté donc du 3 janvier 1945 à Auschwitz, en yiddish. C'est un manuscrit de quelques pages qui se présente lui-même comme une présentation d'un ouvrage à venir. En fait, le projet de ces prisonniers était de faire une sorte d'anthologie de documents, d'écrits, peut-être même de dessins, par les différents prisonniers, pour laisser une trace. Et ils le disent dans ce texte, non seulement de ce qu'ils vivaient dans le camp, mais de ce qu'était aussi leur culture. Voilà. Il s'agit aussi de montrer comment on vivait à Auschwitz, parce qu'on vivait à Auschwitz, malgré tout. On vous en reparlera. C'est un texte assez composite, puisqu'il contient un préambule très singulier où on se rappelle un récit d'expédition du pôle Nord. Donc on a l'impression qu'on ne nous parle pas du tout d'Auschwitz. Au début, c'est très surprenant, pendant 2 paragraphes, et puis il y a une coupure. Ensuite, le texte nous présente ce projet d'anthologie, cette volonté de laisser une trace pour que s'on se souvienne d'eux, et surtout pour qu'on ne les trahisse pas. Et cette peur, on en reparlera, d'être trahi par les vivants qui survivront à cette situation. Ensuite, vous avez de nouveau une sorte de rupture. On bascule dans une sorte de conte qui nous emmène dans un train à travers lequel on voit défiler les paysages, probablement à travers les yeux d'un enfant. Probablement, là aussi, un récit de la déportation
souvenirs vécus ou reconstitués à partir de multiples souvenirs, on ne sait pas, mais en tout cas on est dans une sorte de conte, avant de revenir à un appel à tous les juifs à contribuer à ce projet d'anthologie, à faire entendre leur voix. D'où la citation qu'on avait quand même envie de vous lire. Ainsi, camarades, écrivez, notez, bref et tranchant, bref comme les jours qui nous restent encore à vivre, tranchant comme les lames pointées sur nos cœurs. Que demeurent après nous quelques pages pour le Yivo, pour les archives de la douleur en yiddish, que nos frères libres restés en vie les lisent, et peut-être pourront-ils aussi en apprendre quelque chose. Voilà, donc c'est un petit peu sommaire. Je pense que voilà, on vous invite vraiment à découvrir ce texte. Il est incroyable, il est très très surprenant. C'est pour ça aussi qu'on avait envie de vous le présenter. Trace de vie, hein, c'est le titre du livre, et quand l'historien entend le mot trace, évidemment il lève l'oreille. Hein, c'est l'ogre de Marc Bloch qui suit, c'est la citation de l'historien ressemble à l'ogre de la légende, là où il flaire la chair humaine, là est son gibier. J'étais quand même un peu gêné de commencer par ça, donc, parce que dans le contexte particulier de l'extermination des Juifs, c'est un peu particulier, mais trace de vie, ça veut dire que d'office, il y a une sorte de typologie sous-jacente qui est trace de vie, trace de mort. Et pour placer le recueil d'Auschwitz parmi les traces laissées par Auschwitz, je propose donc une typologie distinguant les traces de vie et les traces de mort. Le texte lui-même, hein, revendiqué par Abraham David, hein, c'est un problème effectivement du statut du texte, hein, c'est clair, mais en tous les cas, attribue les traces de mort à l'historien. C'est l'historien qui s'en occupe, je cite. Il n'est pas question ici d'étaler les faits, les chiffres, des documents secs. Cela sera accompli en notre absence. On pourra, sans notre aide, écrire l'histoire d'Auschwitz. Comment on mourait à Auschwitz, des tableaux, des témoignages et des documents seront en mesure de le raconter. Donc c'est intéressant aussi du point de vue du regard qui est porté sur l'histoire dans ces années 1940, hein, qui est très différent de celui qu'on a aujourd'hui. Il est clair que les autres traces peuvent fonctionner. Et juste, vous venez d'assister à une expérience de traduction en direct, puisque Jean-Marc a lu la traduction de Rachel Hertel et que j'ai affiché la traduction de Baptiste. Oui, dans le livre, il y a deux traductions. Donc, voilà. Bien. Alors, nous voulons dresser ici le tableau de la vie à Auschwitz, à quoi ressemblait une journée habituelle de travail, une journée qui est un écheveau de vie et de mort, de peur et d'espoir, de résignation et de lutte pour la vie. Et là, évidemment, l'écho pour l'historien, c'est d'abord que le programme a été réalisé non pas dans le cadre d'Auschwitz et des camps de concentration nazis, mais évidemment dans la journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn en 1962. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps. Et pour l'historien d'aujourd'hui, trace de vie, trace de mort, ça fait partie du bagage global de l'historien. Il y a évidemment derrière l'histoire de la vie quotidienne, l'histoire de la vie privée, etc., qui est passée. Alors, la distinction faite entre traces de vie et traces de mort, pour faire une typologie des traces et bien voir la place du recueil là-dedans, c'est tout à fait opérateur. Donc, j'ai essayé de faire une sorte de schéma des traces laissées par Auschwitz, et je les ai classées par traces de mort et traces de vie. Et dans les traces de mort, il y a les traces archéologiques. Ce sont des traces donc matérielles, même si les nazis, enfin les SS, ont voulu faire disparaître à partir de novembre 1944, quand il devenait évident que les soviétiques allaient arriver en premier, il fallait évidemment effacer les traces, et c'est ainsi que les
certains déportés ont été chargés d'aider à la destruction, notamment des crématoires. Notamment le crématoire 4 et 5. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est assez emblématique après de la concurrence des types de traces. Donc, il n'y a plus de traces des crématoires sur place. Il y a quand même des choses qui sont restées parce que les soviétiques sont arrivés très très vite et l'évacuation du camp à partir du 17 janvier, sachant que le camp est libéré le 24, si je me souviens bien. Donc ils ont laissé des choses en place, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites, notamment une grande campagne de fouilles en 1967, et résultat de ces fouilles ou des saisies d'objets qui étaient restés sur place, vous pouvez les voir au musée d'Auschwitz et le consulter en ligne sur auschwitz.org, qui est le site là-dessus. J'insisterai pas mal sur les traces internet, parce que c'est un peu les choses sur lesquelles j'ai travaillé aussi. Alors, à côté des traces archéologiques qui sont partielles, il y a des traces écrites, sachant que les nazis, même chose, ont détruit autant qu'ils pouvaient les traces écrites, mais ils n'ont pas réussi, parce qu'il y avait une tonne considérable de documents, mais il y avait une volonté de destruction des archives. Alors tout n'a pas été n'a pas disparu, et une grande partie des archives, notamment les archives individuelles, ont été prises et récupérées dans le site, enfin dans l'organisme de la Croix-Rouge, qui s'occupait des personnes disparues et de retrouver aussi les personnes qui étaient dispersées et qui se trouvent aujourd'hui en Allemagne, à Bad Arolsen, on appelle ça donc les archives Arolsen. Alors j'ai fait une petite recherche encore sur Internet. C'est des archives qui concernent toutes les personnes déplacées, etc. Bon, j'ai choisi donc Auschwitz et j'ai lu 90 000 documents sur Auschwitz, dont des documents individuels. Des fiches qui ont été réalisées. Tout n'a pas pu être utilisé. Alors, ça c'est les papiers administratifs internes. Alors les papiers, alors ce qui a été détruit, c'est beaucoup de papiers relatifs aux contrats qui sont passés avec les entreprises, pour les commandes de bâtiments, etc., etc. Mais il y a les archives externes. Et en travaillant sur ces archives externes, je ne peux pas m'empêcher de citer ici le cas très connu de Jean-Claude Pressac. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jean-Claude Pressac, qui était un pharmacien révisionniste, proche de Forisson, et qui a dit, moi, on a gazé des poux à Auschwitz, je vais le montrer, je vais aller regarder les archives. Il tombe sur les archives, notamment les archives de commandes techniques, et notamment il retrouve les archives des crématoires, où il y a les plans, où il y a le cahier des charges, etc., etc. Et ça le renverse complètement. Et donc d'un négationniste, forissonien, si vous voulez, Pressac va être retourné par la preuve des archives. C'est très intéressant du point de vue historique. Et il sort un livre qui s'appelle La machinerie du meurtre de masse, qui est une histoire technique d'Auschwitz. Donc pas d'apitoiement, etc. C'est comme ça. Quel est l'objectif? Tant et tant de Stucker, des morceaux de cadavres à faire disparaître, etc. Et il travaille sur les archives de la Bauleitung, c'est-à-dire de la direction de la construction, qui n'ont pas été détruites et qui ont été prises par les soviétiques. Et il travaille sur ces archives. Alors parmi les traces de mort, traces archéologiques, traces écrites, il y a également les images. Et là on a beaucoup parlé récemment, vous le savez peut-être, du recueil de l'album Auschwitz, qui est un album de photographie, qui a été publié il y a déjà pas mal de temps, mais qui a été republié avec des commentaires d'historiens qui ont travaillé sur des archives complémentaires. Et donc c'est Al Brutman et deux autres historiens qui ont travaillé là-dessus. Dans la presse, on en a beaucoup parlé. Mais cet album, il était en ligne depuis longtemps sur certains sites. Dans les documents que j'ai présentés tout à l'heure, je l'ai utilisé. Alors, les traces de vie, et là j'arrive évidemment au recueil, il y a les traces de vie avant la destruction, il y a les traces de vie pendant et les traces de vie après. Alors en ce qui concerne avant, il y a des journaux individuels,
Alors, évidemment, le plus connu, avant sa disparition, c'est celui d'Anne Frank, bien entendu, mais vous connaissez aussi probablement celui du ghetto de Wilno, hein, ce qu'on appelle l'entre-deux-murs du ghetto, qui est un journal tenu par un jeune garçon d'une quinzaine d'années avant sa disparition. Journal individuel, mais aussi recueil collectif, le plus connu étant celui qui est constitué par un groupe. Alors ça c'est intéressant aussi parce que à Auschwitz c'est aussi un groupe, hein, un travail de groupe, sous la direction d'Emmanuel Ringelblum, mais le groupe s'appelant de manière assez, je dirais, terrible, quand on regarde les choses introspectivement, Oinek Shabbos, c'est-à-dire les joies du Shabbat. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit, dans le ghetto de Varsovie, d'accumuler le plus de documents sur la situation qui est faite par les nazis aux Juifs de Varsovie, et sachant que ça va disparaître, et là aussi on est dans un parallélisme assez fort avec Auschwitz, avec le manuscrit clandestin, on a donc des documents de types divers, administratifs, etc., qui sont enfermés dans des bouteilles, des bidons de lait, lesquels bidons de lait sont enterrés, et on les retrouvera après la guerre. Un témoignage d'archives disparu. Alors, pendant la vie à Auschwitz, il n'y a que 2 documents qui ont été réalisés pendant, ou type de documents, ce qu'on appelle les rouleaux d'Auschwitz, qui sont des documents qui ont été enterrés par les membres du Sonderkommando, hein, qui étaient donc des juifs qui étaient chargés de s'occuper du dégagement des cadavres quand ils les sortaient des chambres à gaz, de la récupération des objets, etc., etc. Un truc terrible, qui leur permettait à la fois de survivre, mais aussi qui les promettait à l'élimination une fois qu'il fallait supprimer toute trace. Donc les Megillot Auschwitz, donc les rouleaux d'Auschwitz, sont des documents qui ont été enterrés aussi et retrouvés après la libération du camp. Alors, le recueil d'Auschwitz, lui, n'est pas un document qui a été enterré, même s'il y avait ce projet, mais qui a été emporté. Alors, la question, on ne pourra pas la résoudre. Hein. Est-ce qu'il est vraiment parti avec ça? Est-ce qu'il l'avait dans la tête? On ne sait pas trop. Hein. Donc, en tous les cas, il ne le revendique pas au début, il le revendique dans les années 80. Voilà. Et donc, c'est un document qui a une volonté littéraire. Et ça, c'est son unicité, son caractère unique, même si dans le travail du groupe Oinek Shabbos, il y avait aussi des pièces littéraires qui étaient présentes. Hein. Donc c'est le document, c'est ça qui fait sa spécificité, ce recueil Auschwitz. Et après, il va y avoir les livres du souvenir. Bon, voilà, j'ai été trop lent, comme d'habitude. Voilà, il faut que j'arrête. Voilà. Donc les livres du souvenir. Excusez-moi. Bon. Alors, j'arrête ça. Les livres du souvenir, donc les témoignages écrits ou oraux. Et je voudrais simplement signaler ici le travail qui a été fait par Spielberg, hein, le cinéaste, qui a recueilli 52 000 entretiens, hein, qu'on peut consulter sur l'USC Shoah Foundation, des fictions à partir du vécu, etc. Alors très rapidement, le caractère unique du recueil, 2 choses. C'est un projet collectif qui prouve donc l'existence d'une communauté, qu'on appelle la Landschaft hein, en yiddish, une communauté de vie à l'intérieur d'Auschwitz. Et puis, d'autre part, la volonté de témoigner, c'est-à-dire de ne pas être un Bonche. Le Bonche, c'est un personnage d'une nouvelle de Peretz, qui est publiée en 1994, qui était très lu dans les librairies, enfin, les bibliothèques autour du mouvement du Bund, hein, donc les syndicats de gauche juifs. Et Bonche, c'est un pauvre type qui s'est toujours tu, qui a été humilié, on lui marchait dessus, etc. Il s'est toujours tu, et il arrive au ciel, et il y a... Est-ce que c'est un saint ou un pauvre type? Et donc on instruit son procès, et à la fin on lui dit, bon bah écoute, c'est formidable, t'es un type bien, qu'est-ce que tu veux, tout est à toi, etc.
simplement un petit pas beurré. Et alors tout le monde se marre au ciel, le pauvre type. Et donc la revendication de ce groupe à Auschwitz, c'est on ne veut pas être des bunch, on veut témoigner, on veut parler, on ne se taira pas. Et on veut qu'on sache que les déportés ne se sont pas tus, ne veulent pas se taire, et peuvent se révolter aussi, ne pas aller à l'abattoir passivement. Ça, c'est évidemment la révolte de novembre à Auschwitz, les déportés, sachant que ça commence à débattre, essayent de se révolter. Donc ça combat une image qui est parfois donnée, en particulier en Israël, par les sacras, de gens qui se sont laissés massacrer tranquilles. Excusez-moi, j'ai dit trop. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la partie émergée de ce qui devait être une pyramide de traces littéraires. Alors, c'est la dimension littéraire qui est très intéressante aussi, qui est assez unique, enfin, qui est même unique, d'où l'intérêt d'un travail transdisciplinaire avec les littéraires. Excusez-moi. Présentation des pistes pédagogiques, c'était moi. Donc voilà, je vous ai fait une capture d'écran du site Mémoire en jeu, sur lequel nous avons publié des modules pédagogiques complémentaires donc à l'édition papier. Donc vous voyez qu'il y a je crois en tout 8 propositions pédagogiques. Nous en avons choisi 3 aujourd'hui à vous présenter. Donc la composition d'une anthologie, l'utilisation du numérique au service du recueil et enfin écouter la voix du témoin. Donc tout d'abord composer une anthologie. Juste effectivement, je précise, est-ce que vous entendez ma voix si je parle sans micro? Non, plus le micro. Me dit Sébastien. C'est mieux comme ça? Voilà. Donc je précise simplement qu'effectivement l'ensemble de ces travaux pédagogiques, en fait, vous allez les trouver dans la 3e partie du recueil d'Auschwitz, d'une part, et d'autre part également en ligne, sur le site de Mémoire en jeu, de façon détaillée, parce que là on va caractériser essentiellement les démarches. Alors moi je vais commencer donc effectivement avec un travail qu'on se propose de faire avec des élèves de collège, des élèves de 3e en particulier, et un travail en fait qui tourne autour, nous semble-t-il, d'une question essentielle sur l'enseignement de la Shoah et de l'expérience concentrationnaire, qui est comment rendre sensible aux élèves ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire que finalement, en plus, et avec l'approche historique, il semble qu'il y ait quand même un enjeu fondamental dans la question de la transmission à nos élèves, transmission intergénérationnelle aussi, qui consiste aussi à leur permettre, en tant que jeunes apprenants, mais jeunes aussi tout simplement, à se saisir de l'intérieur du passé. Et donc la question là, qui doit figurer dans le PowerPoint, c'est la question majeure, c'est comment faire prendre conscience aux élèves de cette réalité de la disparition, de la destruction des vies. Donc la séquence qu'on a bâtie, elle se déroule en 3 temps, donc je vais caractériser essentiellement les démarches et les enjeux en fait, qui correspondent à ces trois moments. Dans un premier temps, il nous semblerait intéressant de mettre en place en fait, un dispositif didactique, pédagogique, peu importe, qui va permettre aux élèves d'identifier le poids du vide. Le poids finalement de la mort qui va avec la préface. Puisqu'effectivement la préface elle a quelque chose de singulier, c'est qu'elle est un texte liminaire, elle est un texte seuil, qui est là parce qu'il doit conduire à autre chose que lui-même. Et ce que fait la préface, c'est qu'elle annonce ce qui va suivre, ce travail de collation, collection, ce travail de constitution du recueil. Et ici, singulièrement, eh bien, la préface, elle ne préface rien. C'est-à-dire que le contenu qui aurait dû suivre et qui aurait dû se constituer, soit il n'a pas pu être composé, soit il n'a pas pu être recueilli, mais dans tous les cas, on a affaire à ce qu'on peut appeler un texte orphelin, et orphelin finalement aussi de ce qui le justifie. C'est pourquoi ce qui nous semblait intéressant, c'était éventuellement de travailler avec les élèves en ne leur disant pas
dans un premier temps, qu'on n'avait pas trouvé l'ontologie. C'est-à-dire qu'en fait, présenter aux élèves le texte préfaciel, leur faire mesurer ce qui se passe dedans, mais ne leur donner l'indication de l'absence de documents qu'à la fin. Et donc en fait, ça permettrait de travailler effectivement avec les élèves sur le texte lui-même, sur ce texte qui annonce autre chose, sur ce texte qui finalement recueille... voudrait recueillir, annonce le recueil d'éléments fondamentaux pour qu'on puisse se souvenir, que l'on sache, que l'on se souvienne de ce qui a été vécu, et de ce qui a été vécu justement par la médiation, que le recueil soit fait et composé par ceux qui l'ont vécu, hein, et on a sans travail de désappropriation. Et donc là, on a effectivement un travail mémoriel, une démarche mémorielle qui est cruciale dans cette transmission de ceux qui sont encore vivants mais qui vont mourir aux vivants et aux générations qui les succèdent. Qui leur succèdent. Donc l'idée là, c'est de ne révéler qu'à la fin effectivement aux élèves que ça n'a pas pu être sauvé, que ça n'a pas d'existence. Il nous semblait aussi intéressant à ce moment-là d'ailleurs de pouvoir laisser libre cours un petit peu à l'imagination des élèves, c'est-à-dire étant donné que, comme Jean-Marc l'a bien précisé, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé au document qui était collationné, qui correspondait à ce projet-là, on peut laisser les élèves aussi imaginer ce qui a pu arriver et pour quelles raisons finalement on n'a pas mis la main sur ces documents, tout en, et là c'est intéressant aussi que ça se fasse peut-être avec le professeur d'histoire et de lettres, tout en bornant finalement l'imagination des élèves par la contextualisation historique. Et donc être sur ces deux dimensions qui permettent un véritable travail d'appropriation, de projection dans cet espace-là et dans cette situation-là, tout en même temps et prenant conscience des contraintes historiques finalement qui limitent aussi le travail de projection, d'imagination. Et dans un second temps, ce que l'on pourrait faire, c'est finalement élaborer, créer une anthologie qui serait donc celle de la préface. Donc mettre en fait les élèves, toujours des élèves de 3e, en situation de constituer par eux-mêmes cette anthologie qui est annoncée mais qui n'existe pas, avec sans doute, de manière un peu sous-jacente, mais quelque chose autour de l'idée de l'envie de réparer, de s'approprier, d'imaginer effectivement et de voir ce qui a pu se passer. Donc là, ce qu'on décrit dans le livre en termes de séquence, c'est plutôt la possibilité de donner aux élèves un certain nombre de documents, d'archives que la classe va pouvoir consulter, va pouvoir organiser pour constituer donc la suite de ce que la préface annonce. Ces documents, Séverine va vous les présenter dans quelques minutes quand j'aurai fini de présenter la démarche globale. On pense que ce qui serait intéressant, c'est de ne pas lancer les élèves là dans une recherche un petit peu à tout va, ce ne sont que des collégiens, donc ça ne sert à rien de les engager sur Internet et sur une utilisation aléatoire un petit peu des ressources qui peuvent être mises à leur disposition, mais plutôt de constituer, de leur donner des documents dans lesquels ils pourront constituer un parcours pédagogique, enfin pas pédagogique, mais un parcours venant reconstituer un des éléments d'une des journées dans le camp, ce qui correspond à un des projets fondamentaux de la préface, qui est vraiment montrer comment était le quotidien, comment ça s'est déroulé pour ceux qui y vivaient. Par là, les élèves en fait vont s'approprier concrètement ce que furent effectivement les conditions de l'existence concentrationnaire. Et nous semble-t-il aussi, ils vont pouvoir comprendre aussi en s'appropriant ces documents, bien pourquoi et en quoi cette préface, et comme on va le voir finalement tout à l'heure, un cri de désespoir, un cri de rage, et aussi, et ça c'est intéressant me semble-t-il dans le travail pédagogique, un cri de révolte où s'exprime une volonté très farouche de créer des conditions pour que soit transmise de façon authentique, et là c'est un des mots-clés de la préface, la mémoire de la barbarie. Et donc ça conduirait en fait à un troisième temps du travail avec une classe en 3e, qui est celui de la rédaction d'une autre préface. Parce qu'il me semble que dans ce travail d'appropriation à la fois des documents et en même temps du contenu et de l'ambition, de l'enjeu spécifique de la préface, les élèves vont... en tout cas, il y a une double interrogation qui va émerger. La première interrogation, c'est l'anthologie qui vient d'être constituée par la classe. Est-ce qu'elle peut avoir le statut qui est demandé et appelé très fortement dans la préface, à savoir un statut d'authenticité ?
Et la deuxième interrogation qui me semble intéressante aussi, tourne autour de la question de l'efficacité du message. Est-ce que finalement, ça n'est pas en restant avec le statut orphelin du texte et avec ce choc qui consiste, alors qu'il y a une annonce extrêmement forte, rien ne se passe après, il n'y a plus de documents ensuite, que la prise de conscience n'est pas la plus efficace. Et je pense que dans les deux cas, une classe de troisième peut tout à fait accéder à cette double représentation et donc revenir finalement sur le travail de constitution documentaire qui a été fait. Alors bien évidemment, l'idée n'est pas de désespérer les élèves, au contraire, c'est-à-dire en leur disant voilà, vous avez fait un bon travail, mais en fait le travail ne correspond pas à la préface, donc on va tout mettre à la poubelle. Donc pas du tout. Donc l'idée, ça serait éventuellement de les engager dans ce troisième temps de travail qui va consister cette fois à rédiger par eux-mêmes la préface qui correspond finalement à l'anthologie qu'ils viennent de constituer. Donc en ne faisant pas semblant d'être des victimes de la Shoah, ce qui en termes pédagogiques est tout à fait discutable sur la question de la transmission de la mémoire, comme si on pouvait se substituer aux témoins disparus, mais en étant sur une situation et une identification de ce qu'on est soi-même par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, qui consiste donc à rédiger en leur nom propre, c'est-à-dire au nom d'élèves, de l'identité d'élèves de classe de 3e, qui ont découvert une préface, qui se sont engagés dans la constitution d'un parcours à partir de documents, et qui, dans ce processus-là, ont pris conscience de ce qu'était la vie quotidienne dans les camps. Voilà. Et donc, il me semblait, quand on a rédigé cette séquence, qu'on arrive ainsi, d'une certaine manière, sur ces 3 temps, à élaborer ce qu'on peut appeler une mémoire authentique de ce que furent finalement les victimes de génocide de la Seconde Guerre mondiale, par les vivants que sont nos élèves. Après cette présentation globale, un exemple de ce que l'on peut faire avec des textes et des extraits. Donc nous avons publié comme complément pédagogique au travail qui est publié dans le livre, donc sur notre site, un tableau thématique. Donc nous avons choisi 6 thèmes: l'arrivée au camp, le travail, la faim, le quotidien, l'extermination et la résistance. La résistance au sens d'une vie qui continue malgré tout et qui essaie de trouver un sens. Et nous avons également classé les documents en 3 types: les textes littéraires et témoignages, les dessins et les objets. Donc voilà, vous avez sur le site, donc tous les documents qui sont présents ici sont présentés sur le site pour que vous puissiez éventuellement piocher si ce type de travail vous intéresse. Je vous en présente une simplement, celle qui est consacrée à la faim. Donc nous avons choisi un extrait de L'espèce humaine de Robert Anthem. Robert Anthem, donc, qui a été détenu à Buchenwald et Dachau. Ce texte est intéressant parce qu'il a une visée informative, donc sur l'aspect plutôt historique du document, sur l'aspect testimonial, une visée informative, au sens où il donne des informations sur la structuration des groupes à l'intérieur des camps en fonction des tâches et des travaux qui sont assignés par la direction nazie. On a d'un côté ceux qui sont au travail forcé et qui sont donc ceux qui ont faim en se couchant, et de l'autre côté, ceux qui travaillent en cuisine et qui se couchent repus. L'extrait nous donne également des indications sur la structuration spatiale du camp, avec les baraquements, la cantine, les barbelés, la possibilité de sortir ou non, de pénétrer ou non dans tel et tel lieu. Le texte a également une visée plus expressive et poétique, puisqu'il s'agit également de dire ce que la faim était comme sensation intérieure. Et cela va se faire à travers un réseau de métaphores. Dans ce texte, par exemple, vous avez à la fin au début du 4e paragraphe, la métaphore de la poche au milieu du corps, et qui va être filée avec également la métaphore, une espèce de paradoxale dévoration de l'intérieur, la faim étant comme un vide intérieur qui aspire la chair et l'énergie du détenu jusqu'à réduire l'homme à un rien, avec ce travail de répétition du texte rien. Nous avons également choisi 2 dessins. Un dessin de France Odoul, qui est une résistante lyonnaise, qui a été déportée à Ravensbrück,
France Odoul est peut-être connue pour avoir été l'illustratrice de l'opérette rédigée par Germaine Tillon à Ravensbrück, Le Ver furibas aux enfers. Elle a également, de manière clandestine bien sûr, et protégée par ses camarades, dessiné sur place un certain nombre de scènes du quotidien et surtout des portraits de ses camarades. Plusieurs de ses dessins donc, ont été... elle a pu les ramener et elle a publié en 1965 Ravensbrück, 150 000 femmes en enfer, avec donc un ensemble de croquis pris sur le vif, mais également de dessins de mémoire faits au moment de la libération. On voit ici par exemple une scène maintes fois racontée dans les récits, donc on a une représentation visuelle de ces moments où la soupe tombe à terre et où les détenus se battent affamés pour manger cette soupe. On a également sélectionné un dessin de Boris Taslitsky, qui était donc lui un résistant communiste qui a été déporté pour un dessin, déporté pour avoir dessiné le peloton d'exécution des otages communistes de Chateaubriand, parmi lesquels se trouvait Jean-Pierre Timbaud, son camarade, donc il s'est retrouvé à Buchenwald. Boris Taslitsky a dessiné plus de 200 dessins qui, grâce à la solidarité et la protection du réseau communiste, ont pu être sortis du camp et rapportés. Et 111 dessins de Boris Taslitsky ont été publiés par Aragon, le poète, dès 1946. Alors, en ce qui concerne ces dessins en particulier, il existe un projet donc de notre association, Mémoire à l'œuvre, un projet de répertoire des dessinateurs et des dessinatrices des camps qui va être publié au cours de l'année 2024, dont nous avons mis en place un répertoire de l'ombre non exhaustif des dessinateurs et des dessinatrices des camps, et également pour chacun de ces artistes une fiche individuelle présentant une biographie, une bibliocytographie et certains dessins commentés, des éléments pour guider le commentaire des dessins. Enfin, dans la colonne objet, nous avons sélectionné un carnet de recettes d'Yvonne Audon, fait à Ravensbrück. Yvonne Audon était une bibliothécaire du Musée de l'Homme à Paris. Elle fait donc partie du célèbre réseau du Musée de l'Homme avec Germaine Tillon. Et comme ses camarades, après avoir été condamnée à mort, tout d'abord, la peine a été commuée, elle a été déportée à Ravensbrück. C'est là qu'elle a composé un carnet de recettes à partir de journaux allemands récupérés. Vous pouvez peut-être lire ici la recette très émouvante des macaronis à la béchamel. Ce type de carnet, on en a retrouvé plusieurs dans plusieurs camps venant de plusieurs mains. Ces carnets appartiennent à une stratégie de survie, puisqu'il s'agit à la fois de conjurer la faim, bien sûr, mais également d'affirmer son humanité à travers une activité d'écriture, et donc dans un système qui nie cette humanité. Et enfin, il s'agit également de lutter contre le désespoir, en ayant, de manière individuelle, voire collective, parce qu'il y a parfois, on a retrouvé parfois des carnets de recettes de mains différentes, donc qui convoquent le souvenir de la vie d'avant, pour essayer effectivement de se raccrocher à un espoir. En ce qui concerne ces documents, donc il y a beaucoup de documents semblables. Celui-ci est conservé aux archives de la DIR à Nanterre. On trouve également le carnet de recettes de Suzanne Petit à l'Institut de la mémoire de la déportation, de la résistance et de la déportation, à Lyon. On trouve également à Besançon le carnet de recettes de Germaine Tillon, qui a une petite particularité puisqu'il s'agit d'un carnet de fausses recettes, puisqu'il s'agit de recettes en acrostiche, la première syllabe de chaque élément permettant de se souvenir du nom des tortionnaires du camp. Alors, simplement un dernier mot pour dire que la mise en œuvre d'une telle séquence pédagogique pourrait permettre aussi l'exploitation des ressources et des archives régionales. Visiter les musées, les centres d'histoire de la résistance et de la déportation,
pour voir effectivement les objets qui sont conservés et qui pourraient venir entrer dans cette démarche d'anthologie. Peut-être effectivement que ce serait une manière d'y amener les élèves pour qu'ils aient un regard plus informé et plus sensible à ces documents, à leur valeur émotionnelle, mais également à leur valeur en tant qu'objet historique. Et nous allons passer au numérique, au service du recueil. Donc ces documents, vous les avez vus, pour vous projeter, ce sont des photographies, c'est pas les originaux, et sont transmis et téléchargés, je suppose, sur Internet. Oui, tout à fait. Celui-ci, effectivement, se trouve dans les archives de la Tire à Nanterre. Donc ça me fait une bonne transition sur le grand type de traces qui émerge depuis la fin du XXe siècle, qui est les traces sur Internet. Et donc les exercices que j'ai essayé de concevoir, qui sont en ligne, s'intéressent à ces traces sur Internet. Et j'ai essayé de concevoir les exercices en fonction des objectifs du ministère, c'est-à-dire le cadre de référence des compétences numériques, qui est un document de synthèse qui distingue 5 domaines, 16 compétences, 8 niveaux de maîtrise, dont 5 doivent être acquis entre l'école primaire et la fin du lycée avec une certification. Voilà. Donc je n'ai pas travaillé en fonction de ça, mais je travaille d'abord, puis après j'ai vu que c'était... je rentrais et que mes exercices répondaient à 5 domaines sur 6 et à 10 compétences sur 16. Voilà. Me voilà protégé par l'autorité ministérielle et les sources sont considérables, celles qui sont disponibles sur ce que je préfère appeler la 3e destruction, du yiddish justement, par rapport à la Shoah, qui a une répercussion particulière, l'Holocauste, etc. Les juifs qui ont été détruits en Europe centrale, c'est le titre du fameux livre qui est paru dès les années 40 de Rauschenberg, c'est la destruction des juifs d'Europe, et c'est la 3e destruction du peuple juif, après les 2 premières de l'Antiquité. Alors sur la 3e destruction, il y a beaucoup de choses. J'ai déjà cité le site sur les témoignages, etc. Mais il y a énormément de choses. D'abord sur le niveau dont on a parlé, puisque le texte était destiné à être transmis au niveau, c'est-à-dire à l'Institut scientifique Yiddish, Yiddish Wissenschaftliche Institut, qui est aujourd'hui l'Institut for Jewish Research. Vous allez sur le site, il y a énormément de choses. Vous pouvez aussi aller sur le Centre de documentation juive contemporaine, qui a été intégré en 2005 au mémorial de la Shoah, et qui a été créé, j'ai classé ça de manière chronologique, puisque le niveau a été créé à Vilnius, la Jérusalem du Nord, dès 1925, pour rendre compte des horreurs des massacres de 1905, en Russie, etc. En 1943, à Grenoble, la question de la persécution des juifs français a généré une première collecte de documents, dont beaucoup ont été ensuite numérisés. Yad Vashem aussi, dont on a déjà parlé tout à l'heure, à Jérusalem 1953, et enfin en 1980, l'United States Holocaust Memorial Museum, qui est un site tout à fait remarquable et qui est plurilingue. Donc c'est ça qui est important. Alors, j'ai essayé de concevoir 5 exercices, 2 pour les 3e et 3 pour les terminales. Donc le premier, construire une chronologie, les derniers mois d'Auschwitz et les marches à la mort. Ensuite, j'ai voulu faire bien comprendre au 3e la différence qu'il peut y avoir dans les titres entre le recueil Auschwitz et l'album Auschwitz. Il y a un de mes amis qui m'a dit « Ah ouais, il fait une conférence sur l'album Auschwitz ». Je dis « Non, c'est pas la même chose, etc. » Alors, donc, allez voir un peu, et puis travailler aussi sur cet album, parce qu'on peut avoir les sources et toutes les photos largement dessus. Et 3 exercices pour les terminales, autour de la thématique des types de sources historiques et d'approches critiques. Donc la recherche du texte du recueil Auschwitz, notamment la première version de la traduction de Batia Baum, donc je vais aller là-dessus, la valeur du témoignage photographique sur l'album Auschwitz, sur lequel je revenais, et puis le statut historique du fameux film soviétique, vous connaissez peut-être, qui a été tourné en fait sur la libération du camp, mais qui a été fait après, donc avec des mises en scène
pour diminuer ou effacer quasiment la dimension antisémite et la transformer en fait en un camp de liquidation des partisans, des communistes, par la barbarie nazie, mais une barbarie nazie qui est un peu, je dirais, nettoyée de son aspect religieux, étant donné la situation et la position. Alors je vais développer ici, à partir de copies d'écran, je tâcherai d'être, j'enregistrerai même peut-être un peu plus court pour rendre un peu mieux ce que j'ai dit. Donc les deux exercices qui sont centrés sur le recueil Auschwitz. Donc d'abord, construire une chronologie autour du recueil, voir ce qui s'est passé dans le contexte, à partir des ressources disponibles sur Internet, et ensuite rechercher le texte du recueil Auschwitz sur le net. C'est des exercices pour les troisièmes, de fabriquer une sorte de petite synthèse en prenant une chronologie, un texte et une carte. C'est ça l'idée, c'est des pics, chercher et ensuite monter. Donc, j'ai construit des bons signes, tout ça vous trouvez sur le site, hein. Il n'y a pas de problème. Et puis j'ai mis en note intrapaginal, en principe, les pistes pour les profs, la facilité de travail. Donc, il y a d'abord la phase recherche, aller sur le site, rechercher ensuite par le moteur de recherche un certain nombre de choses, et ensuite fabriquer le document de synthèse par du copier-coller, donc un montage du document, ce qui fait partie des objectifs du ministère. Alors, j'ai fait un certain nombre de copies d'écran, donc il faut aller sur le site du United States Holocaust Memorial Museum et demander ensuite la recherche en français. Recherche en français, donc c'est là. Ensuite, merci. Bon, c'était avant. Donc, on fait une recherche Auschwitz chronologie et on a un document donc, qui est dessus, sur lequel on va. Voilà. Donc c'est la page de titre. Et donc on extrait la chrono, je ne l'ai pas fait ici. Ensuite, on passe au deuxième élément, c'est-à-dire à la libération du camp. Donc il faut chercher un article, donc en ayant demandé libération. Voilà. Et on obtient donc l'article. Ensuite. Okay, donc on va passer là-dessus. On passe aussi. Voilà. Et là, on va rechercher, donc, il y a deux documents, une version abrégée et une version étendue, qui mènent vers des cartes. Alors, il y a deux types de cartes, en cherchant bien. Il y a une carte des marches de la mort, j'ai mis une marche à la mort, c'est ça, qui met en relation, qui permet de comparer les trajectoires des marches de la mort. Hein, il y a à peu près le tiers des gens qui ont 60 000 portés qui ont été repliés vers l'ouest, hein, pour permettre de continuer le travail, en quelque sorte, malgré l'avancée des troupes soviétiques. Donc ça, c'est une carte qui permet encore... Bon, qui permet, on continue. Voilà. Et on cherche une autre carte. Voilà. Alors ça, c'est une carte spécifique sur Auschwitz. Alors, le deuxième exercice, je vais aller... Donc après, on fait un montage. Voilà. Et on construit. Alors, deuxième exercice, je vais aller assez vite aussi parce que là, il faut aller sur le mémorial de la Shoah. Donc, dans l'onglet Archives et documentation, la revue d'histoire de la Shoah, la plupart des numéros, enfin les numéros les plus anciens, sont disponibles par l'intermédiaire de Kern. Donc, ça permet aussi de montrer à des élèves de terminale la ressource formidable qui est celle de Kern. Après, donc, on tombe sur le numéro de 2001, vous verrez, dont j'ai extrait là la table des matières, qui est consacrée entièrement au Megillot Auschwitz, c'est-à-dire au rouleau d'Auschwitz, et dans lequel, un peu bizarrement, hein, on ne comprend pas très bien ce que vient faire le recueil Auschwitz de 1980. Peut-être parce qu'il était prévu que le texte soit
emballé en quelque sorte pour être caché. En tous les cas, il n'était pas dedans. Et c'est un peu bizarre de le trouver dans ce numéro spécial sur les vinyles de Auschwitz. En même temps, c'est vrai que c'est la trace de vie. Alors pour le reste, je vous renvoie donc au site. Mais un coup de pas. Donc on va conclure par une dernière proposition pédagogique, plutôt à destination d'élèves de terminale, notamment dans le cadre du programme de l'enseignement de spécialité humanité, littérature et philosophie, et l'entrée encore plus spécifique histoire et violence, qui pourrait se faire par ailleurs en partenariat avec un professeur d'HGGSP, histoire, géographie, j'ai réécrit géopolitique et sciences politiques, dans le cadre notamment de l'entrée histoire et mémoire. Mais on peut aussi imaginer, c'est personnellement ce que j'ai fait l'an dernier, de l'insérer au niveau des premières, toujours dans le cadre de la spécialité humanité, littérature et philosophie, autour des pouvoirs de la parole. Donc la parole du témoin, c'est vraiment la thématique intéressante de ce texte. Donc les objectifs seraient effectivement de faire réfléchir les élèves sur les enjeux du témoignage et le statut de la parole du témoin, qui est quand même très spécifique, à la fois pour les historiens mais aussi pour les littéraires, parce que c'est une écriture singulière, c'est une posture singulière qui engage une voix singulière, me semble-t-il. De les sensibiliser plus spécifiquement dans le cadre de cette préface du recueil Auschwitz au choix d'écriture fait par les énonciateurs, on va les appeler comme ça, et à la dimension très littéraire de ce texte qu'on a déjà souligné et qui me semble essentielle. Et enfin, de les sensibiliser aussi à la place de cette préface, non seulement dans les traces historiques, mais aussi dans l'héritage de la tradition juive, plus spécifiquement, puisque son enjeu est justement de conserver cette tradition, de conserver la mémoire. Donc le déroulement de la séquence se ferait en plusieurs temps. D'abord, pour préparer évidemment la réflexion, on passerait d'abord par l'étude préalable d'un corpus de préfaces qui sont elles très connues. Primo Levi, Robert Antelme, Elie Wiesel, et il y en a d'autres que l'on peut solliciter, qui toutes effectivement réfléchissent à leur légitimité en tant que témoins, à l'intérêt de leur témoignage. Voilà, vous avez des choses qui sont particulièrement intéressantes. On pourrait donc réfléchir au statut du témoin. Je vous renvoie aussi aux travaux d'Annette Vivorca sur l'ère du témoin, qui a posé cette question de ce qu'est un témoin. Mais faire réfléchir aussi à l'enjeu du témoignage. Pourquoi témoigne-t-on? Est-ce que c'est par devoir? Est-ce que c'est par une nécessité intérieure d'exprimer ce que l'on a vécu? Avec toujours quand même cette interrogation de ces auteurs, de leur légitimité et de leur culpabilité. Il y a la culpabilité aussi du survivant, qui à la fois se sent pris entre cette nécessité de témoigner pour ne pas oublier et la crainte de trahir justement ceux à la place desquels il parle. Il y a vraiment toujours cette tension dans beaucoup de textes. Voilà. Donc la question est à partir une fois qu'on a établi un petit peu ces questionnements qui surgissent à travers un corpus de textes, d'amener les élèves à réfléchir à la façon dont les auteurs de notre préface vont se situer dans cette réflexion. Donc ensuite, on aborderait le texte lui-même, avec évidemment de nouveau une contextualisation très forte sur le contexte d'écriture. On écrit quand même à Auschwitz même, voilà, à un moment précis qui est quelques semaines avant la libération du camp, au moment où le camp est déjà en pleine déstructuration. Et puis on peut rappeler également l'histoire du manuscrit pour montrer aussi la spécificité de ce texte. D'emblée, on interrogerait les élèves sur les différences ou les points communs qu'ils peuvent trouver avec les préfaces préalablement lues, pour commencer à émettre des hypothèses sur la spécificité de cette préface. Et pour ensuite confirmer cette hypothèse et affiner l'analyse, on proposerait un travail un peu plus précis, plus littéraire, en leur faisant relever ce que j'ai appelé, parce que c'est un petit peu clé, les marques de désignation des différents protagonistes qui apparaissent dans la préface. Alors, on va d'abord repérer les marques de désignation des énonciateurs eux-mêmes. Et déjà, on a quelque chose alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les couleurs devraient vous suffire. En jaune, vous avez deux pronoms « je », la première personne du singulier, qui apparaissent
Ce sont ces deux paragraphes qu'on a évoqués au début qui évoquent le souvenir d'une lecture d'un récit d'expédition au pôle Nord, et qui est revendiqué par une voix singulière, un jeu singulier. Et puis juste après, dès qu'on bascule dans la présentation du projet de préface lui-même, on bascule dans un nous, voilà, qui est en bleu normalement sur le document que vous avez derrière vous, qui correspond à peu près aux 2 premières pages du manuscrit. Donc des marques de première personne du pluriel qui nous font prendre conscience que cette voile se veut avant tout collective et surtout pas singulière. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que ce nous est associé à des désignations surprenantes, soit des noms, soit des cognominaux, soit des adjectifs. Nous les morts vivants, nous gisons ensevelis vivants, nos soupirs, nos ombres, notre horizon funèbre, il faudra nous déterrer. On a vraiment l'impression d'une voix qui se fait entendre d'au-delà de la tombe, comme si les morts s'adressaient aux vivants. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et en rouge apparaît ensuite une troisième façon pour ces mêmes énonciateurs, donc les prisonniers juifs, auteurs du recueil, une façon de parler d'eux-mêmes. On est passé du je au nous, on arrive au on indéfini, et même à ce groupe nominal, une génération tragique. Ils parlent d'eux-mêmes comme étant une génération tragique, avec quand même ce pronom indéfini surprenant. Et comme si on franchissait une étape supplémentaire en fait, dans l'anonymisation des disparus, comme si eux-mêmes anticipaient leur propre anonymisation dans le texte. Voilà. Ils deviendront une génération tragique, collective, anonyme. Voilà. Vous avez aussi cette phrase que j'ai pu souligner en rouge, voilà, celle qui est un petit peu plus importante. Ils sont alors regardés, donc ils sont regardés du point de vue, ils se mettent à la place de ceux qui les regarderont plus tard et ils disent « Ce sont eux, les faibles et impuissants, les milliers d'inconnus qui portaient sur leurs faibles épaules dans toute la misère, toute la cruauté et l'horreur du camp. » Donc ils parlent d'eux-mêmes comme par anticipation à la troisième personne. Voilà. Donc cette progression, je pense qu'on peut la faire toucher du doigt par les élèves et leur faire comprendre aussi l'enjeu et cette préscience qu'ont ces auteurs qui est assez émouvante de la mort à venir, hein, puisque même si le camp est libéré, ils ne sont pas du tout sûrs que leurs libérateurs les laisseront en vie. Puisque le communisme voilà, était aussi une menace pour les juifs. Voilà. Après, en violet, apparaissent ceux à qui on s'adresse. Donc les destinataires du texte, qui sont ceux qui liront ce texte après, évidemment, leur disparition. Le ton est assez ironique, hein, tout homme de culture est respectable. Les dames compatissantes, et évidemment les non-juifs, voilà, qui parleront de ces prisonniers en disant « hélas, les malheureux ». Donc, ce sont essentiellement des survivants qui n'auront pas vécu, évidemment, enfin, c'est même pas des survivants d'ailleurs, une génération qui n'aura pas vécu l'horreur des camps et qui donc ne sera pas capable, en réalité, c'est ce qu'on devine en tout cas entre les lignes, de comprendre réellement ce qui s'est passé. D'où la nécessité de dire soi-même, hein, nous devons nous exprimer nous-mêmes, nous devons raconter nous-mêmes ce qui nous concerne, hein, qu'il écrit dans cette préface, la nécessité de parler et de témoigner. Et donc voilà, ça ce sont vraiment les termes par lesquels on désigne les protagonistes. En vert, vous avez, alors c'est pas les pronoms cette fois, c'est les passages où les auteurs précisent l'enjeu pour vous de cette préface, sur lesquels on peut également faire s'arrêter les élèves. Je vous en donne quelques exemples. Laissez quelque chose pour l'éternité, sinon des documents, au moins des bribes. Lorsque nos ombres, alors celle-là me paraît très intéressante, lorsque nos ombres apparaîtront sur les écrans et les scènes de théâtre, il faudra, enfin, voilà, ce passage-là est intéressant parce que, me semble-t-il, ici, ils s'imaginent déjà comme personnages de fiction. Avant même, effectivement, ils deviendront des personnages dont on parlera historiquement, mais qui seront devenus des personnages de fiction. Des ombres sur les écrans et les scènes de théâtre. D'où la nécessité pour eux d'écrire le tableau de comment on vivait à Auschwitz, et non pas seulement comment on y mourait. Ils veulent parler des vivants qu'ils sont, avant de devenir des ombres et sur les écrans et les scènes. Voilà. On peut faire, je pense, un repérage comme ça dans le texte assez intéressant pour voir comment les auteurs de cette préface se représentent eux-mêmes, la façon dont on parlera d'eux. Ensuite, on abordera, on pourra compléter cette étude de la voix VOIX par la voix VOIE du texte, c'est-à-dire la stratégie d'écriture, puisqu'il semble quand même que cette préface, elle soit
C'est troublant. Est-ce qu'elle a été faite de plusieurs morceaux, ce qui expliquerait son caractère composite, ou est-ce qu'elle a été pensée comme ça? Dès lors qu'Abraham Levitt la revendique dans les années 80, on peut se poser la question. Mais en tout cas, il y a une structure très singulière qu'il faut prendre en tant que telle. Un enchevêtrement de plusieurs textes, on l'a dit, l'expédition au pôle Nord, le voyage en train, la vie dans le camp, l'exposition du projet, l'accueil, l'appel au témoignage, mais aussi une forte intertextualité, notamment avec la culture juive. On a parlé de la référence à Bonché, qui apparaît dans le texte, auquel s'ajoutent des références évidemment à la Torah. Et enfin, pour finir, un enchevêtrement de plusieurs temporalités, puisqu'on a le récit du passé à travers notamment le voyage en train, le présent du camp et le futur de la reconstitution historique qui sera faite plus tard. Donc déjà une brication de choix d'écriture différents, auxquels s'ajoute un mélange des registres. C'est ce que j'ai essayé de vous simplifier ici en vous montrant un peu aussi la structure du texte. Je n'ai mis que le ton dominant dans chaque paragraphe, mais en réalité les intrigations se font parfois de phrase à phrase. On peut passer de l'ironie au pathétique entre deux phrases dans le même paragraphe, mais il y a quand même une dominante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, on passe aussi bien d'un registre presque épique à un registre polémique, pathétique, ironique, voire même à la fin le registre lyrique. Donc on passe comme ça, à part toute une gamme de tons, de variations qui sont très émouvantes à la lecture et très riches aussi dans le travail d'écriture très littéraire de cette préface. Enfin, vraiment, voilà, c'est pas juste, c'est pas seulement témoigner, il me semble que ça va au-delà, c'est vraiment raconter quelque chose. Voilà, on est vraiment dans le récit. Voilà, donc pour conclure et récapituler un petit peu ce sur quoi on pourrait donc insister avec les élèves de première ou de terminale, la dimension collective de cette voix qui nous paraît très intéressante, cette conscience aiguë qu'ils avaient du sort qui les attendait, non seulement la disparition des individus mais celle de leur propre culture, et cette adresse paradoxale aux générations à venir, les morts s'adressent donc aux vivants. Et puis cette stratégie d'écriture, cette voix choisie par les auteurs pour évoquer leur vie au camp, les récits entremêlés, la forte intersectionnalité, la variété de tons. Et pour conclure cette séquence, ce que j'ai proposé l'an dernier à mes élèves, qui me paraît intéressant, c'est pour rendre hommage à cette voix VOIE, c'est de donner leur voix, un peu comme tout à l'heure les élèves de 3e écrivaient leur propre préface et que les vivants s'emparaient de la mémoire des morts. Ici, il s'agirait de redonner une voix en lisant ce texte. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Il se trouve que j'avais 19 élèves, ils se découpent très bien en 19 parties. Chacun m'a enregistré une petite son passage et on a fait un petit montage, ce qui fait qu'on a le texte lu par des élèves de première. Voilà. C'est une possibilité pour leur donner une façon de s'impliquer aussi dans cette transmission. Voilà, j'espère que j'étais assez rapide. Donc pour conclure, on vous a mis donc les deux QR codes, le QR code qui peut vous renvoyer donc au site directement pour trouver ces ressources ou d'autres ressources proposées par l'association, et puis le QR code qui vous renvoie sur l'éditeur Les Bords de l'eau si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage qui est très 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 riche. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Oui, je voulais, vous aviez expliqué que vous avez conservé les deux traductions de Batia Bohm et de Rachel Hertel. Qu'est-ce qui change dans ces deux traductions dans l'esprit ou... Moi, je suis historien, mais à le lire, j'étais beaucoup plus ému par la traduction de Rachel Hertel. Littérairement, c'est bien meilleur. Et donc, autrement, si on regarde le détail, évidemment, le texte yiddish est dessous, mais il y a une manière de faire qui traduit évidemment l'extraordinaire capacité de traduction qu'a cette traductrice professionnelle, qui est Rachel Hertel, qui est probablement la meilleure spécialiste du yiddish en France. C'est une point de vue. Après, c'est vrai que le texte reste fidèle quand même, vraiment le même. Ça émeut plus. Peut-être que j'ai parlé. Ça émeut beaucoup plus.
Donc, merci pour cette présentation. Cette année, le thème du concours national de la résistance et de la déportation, c'est résister à la déportation. Et donc, est-ce que vous pensez que ce document est une forme de résistance à la déportation? Ou juste un témoignage ou autre chose? C'est clairement de la résistance, et ça intervient dans le contexte aussi de la fin du camp. C'est-à-dire, je pense qu'on peut focaliser aussi sur la fameuse révolte des déportés qui a été écrasée dans le champ. Je pense que c'est tout à fait dans ce contexte-là, avec aussi une forme de résistance malgré tout. Donc, je peux opposer dans le texte les morts vivants, les musulmans, comme on disait dans le camp, et ceux-là qui sont des vivants sachant qu'ils vont mourir. Donc leur horizon d'attente, c'est qu'ils vont disparaître. Et leur champ d'expérience, pour reprendre l'expression de Koselleck, donc leur champ d'expérience, c'est celui indicible, qui est très très difficile à transmettre du camp d'extermination. Et nous ne savons pas de quoi l'anthologie aurait été faite, mais la préface, elle, est vraiment une écriture de la résistance. Davantage que du témoignage. C'est très impressionnant la lecture. Vraiment, c'est vraiment des voix qu'on entend et des voix qui sont pleines de passion, pleines de colère, pleines de révolte et qui ont vraiment un but qui est faire réagir. Vraiment, la fonction expressive du texte est plus forte que la fonction informative, référentielle. Et d'ailleurs, donc, si le sujet est la question de la résistance, je pense que la problématique des dessins dans les camps vraiment fait partie de ce travail-là et peut être très très intéressante à exploiter. J'aimerais voir concernant la liberté que le littéraire vous apportez aux historiens dans votre façon de travailler, parce que si à la lecture des programmes de l'enseignement de l'histoire de cette période, nous sommes actuellement héritiers d'une séparation entre la question des centres de mise à mort et la question de la déportation résistante ou d'opposition communiste, parfois résistante ou pas, d'ailleurs en Pologne immédiate, c'est-à-dire dès le début de la mise en place du pouvoir nazi sur toute l'Europe. Et là, les littéraires, vous remettez des textes de résistants pour permettre d'approcher un texte qui concerne un centre de mise à mort. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est une liberté que les enseignants d'histoire se permettent peu ou pas du tout dans leur enseignement parce qu'ils les séparent très nettement. Et puis un deuxième élément qui me semble assez important, c'est aussi cette approche littéraire du texte historique, parce qu'un texte ou historique d'un texte littéraire, c'est-à-dire dans les deux sens. Et là aussi, bien fréquemment, ce n'est pas une autorisation que s'offrent les enseignants lorsqu'ils enseignent en histoire. Cette approche de la constitution du texte, sa dimension lyrique par exemple, ou sa dimension poétique peut vraiment permettre d'accéder au contexte historique. C'était vraiment l'intention du travail d'édition et du travail pédagogique qui était vraiment dans cet esprit-là. Ce dialogue à la fois universitaire et enseignant, et en même temps littéraire, historien. On a un objet qu'on fait tourner, en fait. On soumet à des regards académiquement différents. C'est très intéressant de comparer. Il y a un jeu en fait d'écho à chaque fois Et c'est très enrichissant entre enseignants de parler du même objet, parce qu'on est surpris de la manière de l'autre d'interroger. L'autre nous dit mais tu emploies ce mot mais tu peux pas dire, enfin pourquoi, etc. Et donc on apprend beaucoup entre soi à discuter du même objet. Avec une dimension bon sang, mais c'est bien sûr pourquoi je l'ai pas vu.
Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous libérer, on va vous remercier encore de votre écoute. Merci beaucoup.